À l'est de la Zambie, au cœur de sa géographie sauvage, se trouve la vallée de Luangwa, une région de plus de 9000 km² qui abrite l'un des écosystèmes les plus anciens et les mieux préservés de toute l'Afrique. Son paysage combine des plaines arides, des forêts denses et un réseau fluvial qui, pendant la saison sèche, se réduit à quelques points d'eau essentiels à la vie. Les températures dépassent les 40 degrés. L'humidité fluctue fortement et, pendant des mois, le manque de pluie transforme le terrain en une surface accidentée où chaque ressource disponible devient stratégique. Rien n'arrive par hasard. Chaque mouvement, chaque comportement, chaque présence obéit à une logique précise. L'équilibre naturel est déterminé par la compétition silencieuse pour le contrôle du territoire, l'accès à l'eau et la survie elle-même. Ici, l'environnement ne laisse aucune place à l'erreur. Luangwa est un système fermé qui est régulé avec précision. La pression constante oblige les espèces qui les habitent à s'adapter, à anticiper et à réagir. Tout ce qui perdure le fait parce qu'il a appris à endurer dans des conditions extrêmes. Au fond de la vallée des chasseurs, la vie prévaut par la force et la violence excessive, mais aussi par l'efficacité. La capacité à voir des opportunités là où d'autres ne les voient pas est tout aussi cruciale. Un lieu où le temps ne se mesure pas en jours, mais en décisions, et où chaque recoin révèle une dynamique invisible, perfectionnée depuis des millénaires. Bienvenue à Luangwa, une vallée qui ne révèle ses règles qu'à ceux qui savent observer. Le soleil se lève lentement sur les plaines inondables de la vallée de la Luangwa. La brume s'élève comme un soupir chaud de la rivière, et dans ces eaux apparemment calmes, deux yeux émergent juste à la surface. Immobile, le crocodile du Nil attend son heure. Son long corps, couvert d'écailles anciennes qui marquent le passage du temps, reste caché sous la surface. Chaque aube représente une nouvelle opportunité de se nourrir, de survivre, de prendre soin de ce qui leur appartient. Le soleil n'a pas encore complètement réchauffé le lit de la rivière, et le silence de l'aube est à peine perturbé par le bourdonnement lointain des insectes. Au loin, parmi les roseaux, un jeune impala assoiffé s'approche du bord de la rivière. Il est seul. Ses jambes fines s'enfoncent légèrement dans la boue humide, tandis qu'il baisse la tête pour boire, complètement inconscient de la menace qui le traque. Sous la surface, il est resté immobile pendant plus d'une heure. Seuls ses yeux et le bout de son museau sont visibles. Son corps, complètement caché, se fond dans l'eau trouble. Il ne cligne pas des yeux. Il ne respire visiblement pas. Il attend, tout simplement. Un léger tremblement secoue la surface de la rivière, presque imperceptible. L'impala lève la tête, alerte mais ne voit rien. Il n'entend rien. Seul le souffle du vent dans les buissons, et il baisse à nouveau la tête. Son intuition lui signale un danger qu'il ne voit pas. Pourtant, la soif le pousse à prendre le risque. Et puis, sans prévenir, l'eau explose. Un tourbillon d'écailles et de boue déferle avec une force incroyable. Les mâchoires de cette bête primitive se referment avec une force brutale autour des pattes avant de l'impala qui hennit de désespoir. L'animal lutte pour se libérer, donne des coups de pied, saute, s'éclabousse, mais c'est trop tard. La proie est entraînée dans l'eau à une vitesse vertigineuse. En quelques minutes, le calme revient. Seules quelques ondulations agitées trahissent cette brève scène de chaos. D'autres impalas observent la scène de loin, conscients qu'ils ne doivent pas boire cette eau. La rivière redevient calme, comme si rien ne s'était passé. Et ce matin, il a réussi un grand festin qui peut le soutenir pendant plusieurs jours sans avoir besoin de chasser à nouveau, étant donné que son métabolisme lui permet de survivre sans nourriture pendant près d'un mois. Cela est dû à sa capacité à minimiser sa dépense énergétique lorsqu'il est immobile, conservant ainsi ses réserves jusqu'à ce que la prochaine opportunité se présente. Ce reptile imposant peut dépasser les 5 mètres de long et peser jusqu'à 450 kilos. C'est sans aucun doute l'un des prédateurs les plus craints et les plus respectés des rivières sauvages de Zambie. Et aussi l'un des plus anciens, avec une lignée évolutive remontant à plus de 200 millions d'années. Sa morsure est l'une des plus puissantes du règne animal, capable d'exercer plus de force qu'il n'en faudrait pour briser la carapace d'une tortue avec peu d'effort.
Certains individus vivent entre 60 et 70 ans dans la nature, s'ils parviennent à surmonter les défis que l'environnement naturel leur présente constamment. Cependant, en période de sécheresse extrême, lorsque les ressources se raréfient et que la lutte pour la survie s'intensifie, un phénomène inattendu apparaît entre les crocodiles et leurs voisins des grands fonds, les hippopotames. En ces temps où les températures peuvent dépasser 40 degrés Celsius pendant la journée, les ressources en eau deviennent rares et précieuses. C'est pourquoi les hippopotames et les crocodiles peuvent cohabiter dans le même étang, sans qu'aucune des deux espèces n'ose attaquer l'autre. Non seulement cela représenterait un gaspillage d'énergie, mais il n'y a pas d'autre alternative qu'un bref répit, bénéfique aux deux parties dans la période la plus difficile de l'année. Des dizaines de crocodiles et d'hippopotames, accompagnés de leurs petits, maintiennent une distance jalouse, mais sans rompre la paix entre les deux clans. Si les hippopotames restent hors de l'eau trop longtemps, leur peau se fissure et s'assèche, perdant l'humidité dont ils ont besoin pour survivre. Les crocodiles, quant à eux, ne peuvent jamais rester plus d'une journée hors de leur abri naturel. Une exposition prolongée au soleil et à une chaleur extrême peut provoquer une surchauffe et une perte d'humidité critique, limitant leur survie à quelques heures seulement. Le crocodile est coincé entre un grand groupe d'hippopotames, leur corps massif effleurant l'eau, vigilant et silencieux. Dans cette trêve fragile, la tension imprègne l'air épais de l'étang, où chaque mouvement est surveillé de près, car ici, la survie se mesure à la patience, à la force contenue et à la capacité d'éviter un faux pas qui pourrait être fatal. Alors que le soleil commence à se coucher, la trêve fragile s'estompe avec l'obscurité. Les hippopotames retournent dans leur domaine avec leurs mouvements imposants et les crocodiles reprennent leur vigilance implacable. L'étang redevient une scène où la force et la prudence définissent qui domine chaque instant, et la paix temporaire se transforme en une bataille silencieuse sous la lune. Alors que le jour suivant se lève, la lumière révèle de nouveaux défis pour les crocodiles. La chaleur réveille le paysage et avec elle, d'autres présences commencent à revendiquer leur place sur ce territoire ancestral, mettant à l'épreuve la vigilance et la résilience de ses anciens habitants. Les lions assoiffés s'approchent prudemment du bord de l'étang, un territoire qui leur est vital, à la fois comme refuge et comme source de vie. Au loin, ils observent le grand groupe de crocodiles, véritables propriétaires de ces étangs, rampant lentement à travers les mauvaises herbes et la boue. Pour les crocodiles, les lions ne sont que des intrus secondaires, même si leur présence perturbe l'équilibre. Ils savent que les bêtes sauvages ne doivent pas s'approcher trop près, conscients du danger que représentent leurs griffes et leurs dents, mais aussi que leur alternative se trouve à des kilomètres. Cependant, la pression monte. La meute s'éloigne du rivage pour tenter de forcer les crocodiles à revenir au centre de l'étang. Mais les reptiles ne cèdent pas, se regroupant fermement pour défendre leur territoire et garder le contrôle. Les crocodiles en groupe calibrent chaque mouvement, conscients que céder signifierait perdre plus qu'un simple espace d'eau. Cela signifierait perdre une opportunité vitale de survivre dans ce paysage impitoyable. La tension monte jusqu'à ce que les lions décident finalement de battre en retraite, considérant le coût d'une confrontation directe trop élevé par rapport à l'urgence d'étancher leur soif. Le groupe s'éloigne lentement, laissant l'étang se calmer sous le règne silencieux des crocodiles. Alors, pour l'instant, les reptiles gardent leur territoire intact, conscients que cette paix n'est que temporaire, un équilibre fragile qui sera à nouveau mis à l'épreuve le lendemain. Au milieu de cette lutte pour la survie, tous les regards sont tournés vers un seul spécimen, dont le destin déterminera le cours de ce qui va suivre. Ce mâle, avec sa large mâchoire et ses cicatrices sur le dos, non seulement garde son territoire avec vigilance, mais se prépare également à un moment déterminant de sa vie, la cour qui pourrait assurer la continuité de sa lignée. Il est occupé depuis des semaines à courtiser une femelle. La danse nuptiale est étonnamment délicate, loin de toute agressivité. Ces reptiles communiquent par des sons gutturaux et des vibrations dans l'eau.
Ces cris peuvent être entendus par d'autres crocodiles à plus de 100 mètres de distance et marquent le rythme d'une interaction délicate. Ils se frôlent doucement, s'immergent et émergent ensemble dans une chorégraphie ancienne. Lorsque la femelle accepte, la connexion est scellée. Après l'accouplement, la femelle cherche un endroit sûr pour pondre ses œufs. Elle choisit une petite colline de boue et de végétation près de l'eau, suffisamment haute pour éviter les inondations, mais suffisamment proche pour y accéder rapidement. Là, elle creuse avec ses pattes arrière et pond entre 30 et 50 œufs, chacun de la taille d'une balle de tennis. Il les recouvre ensuite de feuilles, de branches et de boue, créant ainsi un nid chaud et humide, indispensable au développement des embryons. Pendant les 3 mois suivants, la femelle reste à proximité, pas toujours visible mais jamais très loin. Soyez attentifs aux prédateurs, coatis curieux, ratons laveurs opportunistes ou même d'autres crocodiles femelles qui pourraient voir le nid comme une source de nourriture. Durant cette période, le mâle reste à l'écart. Son rôle est terminé et la responsabilité incombe désormais à la mère. Pendant ce temps, à l'intérieur de chaque œuf, une minuscule créature peine à se former. Son cœur bat lentement, nourri par le jaune. Les œufs sont si synchronisés avec la nature que leur éclosion coïncide souvent avec le début de la saison des pluies. L'humidité ramollit la coquille et le bruit de la pluie stimule l'émergence des embryons. Mais avant que cela n'arrive, quelque chose d'extraordinaire se produit. À 80 jours, les œufs commencent à vibrer. De l'intérieur, les petits émettent un sifflement aigu. C'est un appel ancestral, un signal pour la mère. Elle s'approche du nid, retire soigneusement la couche supérieure de matériaux qui le recouvre et attend. Un à un, les minuscules crocodiles brisent leur carapace grâce à une dent spécialisée qu'ils perdent peu après la naissance. Cette dent, appelée caroncule, est courante chez les reptiles et les oiseaux et n'a d'autre fonction que de faciliter la naissance. La mère prend les nouveau-nés avec sa mâchoire énorme et étonnamment douce et les porte jusqu'à l'eau. C'est là que commence le véritable test. Bien qu'ils naissent prêts à nager et à chasser les petits poissons, les dangers abondent. Oiseaux, serpents et autres crocodiles peuvent dévorer un jeune en quelques secondes. Contrairement à d'autres reptiles, la mère reste avec ses petits pendant des semaines, voire des mois. Il les guide avec des sons spécifiques, comme de courts grognements, et ils répondent instinctivement. Cela leur apprend à rester cachés parmi la végétation flottante, à reconnaître les sons du danger et à attendre immobiles sous l'eau avec seulement leurs yeux et leur nez exposés. Ces jeunes reptiles apprennent aussi en observant. Lorsque leur mère chasse un poisson, ils imitent ses mouvements. Lorsqu'elle reste immobile au soleil, ils font de même. Ils ne reçoivent pas de leçons comme un bébé dans les bras de sa mère, mais chaque instant à ses côtés est une leçon silencieuse de survie, un apprentissage qui n'a pas besoin de mots pour être compris. À mesure qu'ils grandissent, les liens s'affaiblissent. Finalement, chacun suit son propre chemin. Certains privilégieront les petits plans d'eau pour éviter la concurrence, tandis que d'autres resteront près des grands fleuves. Tous ne survivront pas. En fait, en moyenne, seulement 1 ou 2 sur 30 atteindront l'âge adulte. Mais ces quelques-uns seront les nouveaux gardiens de la rivière, répétant l'histoire avec d'autres couples, construisant de nouveaux nids et enseignant aux nouvelles générations les secrets du marais. Tandis que les crocodiles surveillent leur nid sur le rivage et que les nouveau-nés tentent de s'accrocher à la vie, la violence se déchaîne à l'intérieur des terres. La savane ne cesse jamais son rythme effréné. Aux abords du troupeau, un lion adulte avance péniblement. Ses côtes marquées et ses cicatrices fraîches reflètent des jours de faim et de privation. Pendant des années, il a partagé les chasses, les territoires et le repos avec ces mêmes lions qu'il évite désormais. La savane ne tolère pas la faiblesse et au cœur du troupeau, un corps vulnérable devient une menace pour la progression du groupe. Cet après-midi-là, alors que la chaleur commence à diminuer et que les ombres s'allongent sur l'herbe sèche, il tente de se rapprocher une fois de plus. Il recherche le refuge du groupe, la proximité qui lui était autrefois permise. Mais les autres le sentent. Il se crispe. En quelques secondes, ils sont sur lui. Sans prévenir, sans même un regard. Les morsures se succèdent, fermes et rapides, sur les flancs, sur les pattes, à la base du cou. Ce n'est pas un acte de cruauté. C'est une règle tacite dictée par la nécessité.
Un animal malade ou faible compromet la sécurité de tous. Il rend la chasse difficile, attire les charognards et propage des maladies. C'est pour cela qu'ils l'ont d'abord privé de nourriture, et maintenant ils l'expulsent avec violence. Le lion rôde aux confins du territoire, seul. Il sait que chaque nuit apporte la traque des hyènes, que chaque blessure non cicatrisée réduit ses options. Sur cette terre, la compassion ne garantit pas la survie. De son côté, le troupeau poursuit sa course, et l'exilé est laissé derrière, condamné à une mort lente ou à l'improbable exploit de se débrouiller seul. Bien que la nature fournisse à ses prédateurs les armes les plus mortelles, comme d'énormes griffes, des dents acérées et un physique imposant par rapport à d'autres concurrents, rien de tout cela ne garantit leur succès. Une erreur mineure, une blessure malencontreuse ou une attaque mal calculée peuvent les condamner à une mort certaine. La survie s'applique à tout le monde, même au roi de la jungle, car dans ce pays où même les eaux bouillonnent avec les dents et les mâchoires, les champs ouverts n'offrent aucune pitié. La troupe poursuit sa marche, guidée par une hiérarchie implacable. Et lorsqu'un lion tombe, un autre doit consolider sa place. Le mâle alpha doit constamment démontrer sa domination au sein de la troupe. Le titre ne repose pas uniquement sur la force brute. Il exige également un équilibre entre pouvoir et respect. Sa présence s'impose dans chacun de ses mouvements, dans chaque regard qu'il lance à ses subordonnés. Les combats avec d'autres hommes, bien que risqués, font partie du rituel de pouvoir. Ces affrontements ne s'improvisent pas, ils répondent au besoin de réaffirmer le leadership face aux défis internes, afin que la meute comprenne que l'ordre établi reste intact. C'est seulement de cette manière que vous pourrez vous assurer qu'aucun rival ne tentera d'usurper votre place. Il peut diriger une troupe comptant jusqu'à 20 lions, mais son contrôle a ses limites. Un nombre trop élevé d'individus accroît les risques d'insurrection et de division. L'équilibre entre fermeté et tolérance est donc crucial. Parfois, l'alpha fait preuve de bienveillance, tolérant la présence de jeunes mâles ou femelles rebelles, à condition qu'ils respectent les règles imposées. Cependant, cette tolérance est temporaire et surveillée, car la puissance n'est pas cédée sans résistance. La lutte pour le leadership est constante. Une seule erreur peut mener à la chute. C'est pourquoi l'alpha se bat non seulement pour gagner, mais aussi pour rappeler à chacun sa place au sommet et maintenir la stabilité au sein du groupe. Maintenir son leadership ne repose pas uniquement sur la volonté. C'est aussi une question de force, d'outils hérités de centaines de générations. Anatomiquement supérieurs, les lions sont imposants avec une constitution physique puissante. Son corps, conçu pour le combat et la chasse, se déplace avec la force des générations sculptées dans la savane. Mais l'ego d'un lion est plus dangereux que la mort. Il possède un courage qui ne recule devant ni la confrontation ni le danger, même si cela signifie la mort. Leurs dents acérées sont des armes mortelles, capables de déchirer avec une force précise. L'adrénaline et un mélange de produits chimiques naturels dans votre corps activent votre instinct sauvage, préparant chaque fibre de votre corps au combat et à la survie. Ses subordonnés savent qu'il est le plus fort de tous, rien qu'en le regardant. Sa crinière impressionnante projette une présence visuelle qui dissuade les concurrents et renforce sa domination au sein du peloton. Ainsi, le lion reste au sommet de la chaîne alimentaire, imposant sa domination sur les hyènes et autres prédateurs. Leur force ne réside pas seulement dans leur puissance physique, mais dans la combinaison de leur présence imposante, de leurs instincts aiguisés et de leur vigilance constante sur leur territoire. Toujours prêts à affronter le danger, ils préfèrent mourir plutôt que de battre en retraite, une attitude qui renforce sa position et maintient l'équilibre nécessaire pour survivre dans la vaste savane africaine. Dans les jungles denses, dans les forêts où la lumière pénètre entre les arbres, un autre félin a trouvé son habitat idéal, non seulement pour s'y habituer, mais pour l'utiliser comme centre de chasse. Furtive, insaisissable, presque fantomatique, la panthère a fait du fourré son territoire exclusif. Il possède des griffes rétractables, ce que n'ont pas les félins comme les hyènes ou les chiens sauvages africains. De plus, il possède des dents capables de percer la trachée de sa proie avec une morsure précise et silencieuse, conçue pour tuer sans alerter les environs. L'avantage que la panthère voyait dans son habitat était qu'elle n'avait pas besoin de s'exposer, bien au contraire. Chaque branche tombée, chaque ombre profonde et chaque vigne suspendue font partie de son bouclier naturel.
Cela se reflète dans sa fourrure noire de jais, qui peut être parfaitement utilisée pendant la journée et complètement invisible la nuit. À cette heure-là, la forêt devient une terre d'ombre et de taches de lumière éparses, et sa couleur se mêle à l'obscurité qui enveloppe le sous-bois. Là, la panthère se distingue car elle possède une vision nocturne jusqu'à 6 fois plus nette que celle d'un humain, capable de détecter les moindres mouvements dans les sous-bois, même dans l'obscurité totale. Ses yeux repèrent alors une nouvelle proie. C'est un sanglier qui se nourrit, ignorant que derrière son dos, quelqu'un prépare son propre repas. La situation se déroule dans un silence absolu. La panthère avance au ras du sol, ses épaules se balançant doucement, ses pattes coussinées ne cassant pas une seule branche. À chaque pas, elle calcule la distance qui la sépare du sanglier, en mesurant le vent, la position de sa proie et les obstacles naturels. À moins de 5 mètres, il s'arrête. Une dernière expiration et il saute. L'attaque est dévastatrice. Il se laisse tomber sur le dos du sanglier et enfonce ses griffes dans la chair. L'animal parvient à peine à émettre un grognement étouffé avant de sentir ses crocs lui transpercer le cou. La pression est maintenue pendant quelques secondes seulement, juste assez longtemps pour interrompre le flux d'air et briser la résistance. La panthère maintient son corps immobile, attendant que tout son se dissipe dans le fourré. Ce n'est qu'alors qu'il entraîne sa proie dans la végétation, se fondant dans l'obscurité de la forêt, disparaissant parmi les ombres et les racines, tandis que la jungle continue son rythme incessant. Le lendemain, un sanglier s'avance à grands pas dans l'enchevêtrement de feuilles humides, reniflant le sol à la recherche de nourriture. Son museau large et humide fouille constamment la boue et les buissons bas, reniflant toute trace comestible. Tout autour, la jungle offre un régime alimentaire varié et cet animal sait en tirer profit. Fruits tombés, racines tendres, insectes cachés sous les rochers, petits vertébrés, rien n'échappe à sa quête inlassable. C'est un omnivore par nature, et dans cet environnement, cette flexibilité alimentaire est son plus grand avantage pour la survie. Son corps compact se déplace avec assurance. Sa peau épaisse, couverte de poils raides, crée une barrière naturelle contre les branches, les épines et les crocs. Sous cette armure, des muscles puissants propulsent des pattes arrière capables de déclencher des pointes de vitesse inattendues. Un avantage décisif lorsque la seule option est de fuir comme une proie. Mais malgré son statut de proie, le sanglier est tout sauf inoffensif. Sur son visage, 2 défenses acérées apparaissent comme des armes secondaires mortelles. De nombreux prédateurs intermédiaires, comme un chacal affamé, ont reçu de profondes blessures en essayant de l'abattre, le forçant à battre en retraite et à abandonner sa tentative. Lorsque l'évasion devient impossible, le sanglier prend position. Il enfonce ses pattes dans le sol et lance des attaques courtes et agressives, utilisant son poids, sa force et ses défenses. Cette anatomie, façonnée par une menace constante, explique chaque détail de sa conception. Du nez large et sensible qui détecte les racines souterraines et les dangers du vent, au motif sur son dos qui imite les ombres et les veines de la terre humide. Lorsque la mère sent le danger, elle s'enfuit et les petits s'effondrent au sol. Là, leurs rayures sombres et leurs tons terreux se fondent dans le paysage, passant inaperçus aux yeux rapides. Ce n'est que lorsque la menace s'estompe que la femelle revient. La recherche de nourriture et d'un abri continue, comme toujours. Cet environnement d'ombre et de sous-bois dense constitue leur terrain de jeu idéal. Leur odorat et leur rapidité de mouvement y trouvent toute leur utilité. Le sol meuble cache des racines nutritives et l'enchevêtrement de végétation offre un abri contre les prédateurs plus gros. Loin des grands espaces, la forêt offre des possibilités constantes de nourriture et de cachette. C'est pourquoi le sanglier a fait de cet endroit son refuge et son piège, s'adaptant à chaque recoin, à chaque danger et à chaque ressource que la forêt lui fournit et lui cache inlassablement. Dans ce même environnement, parmi la végétation basse et les racines sèches, quelque chose rampe avec une précision silencieuse. C'est une vipère heurtante femelle, aussi furtive que la mort elle-même. Son corps est une symphonie de motifs au ton terreux, parfaitement conçu pour le camouflage. Elle n'a pas besoin de fuir, elle n'a pas besoin d'être vue. Sa présence vise à éviter les conflits. Cette vipère, comme la plupart de ses congénères, vit en équilibre constant entre chasse et discrétion. Son monde est tissé d'ombre, d'humidité et de feuilles mortes.
Là, parmi les racines emmêlées et les troncs tombés, chaque coin peut être un berceau ou une tombe. Dans cette danse silencieuse de la forêt tropicale, elle se déplace comme une partie d'elle, invisible, mortelle. On le surnomme « velours » en raison de sa peau brillante, qui semble absorber la lumière. Il peut atteindre plus de 2 mètres, bien que la plupart mesurent environ 1,5 mètre. Son corps robuste et flexible peut peser jusqu'à 6 kg à maturité. Elle est une experte en camouflage et son pouvoir réside à la fois dans son venin et dans sa capacité à disparaître dans les sous-bois. Leur existence est régie par le cycle de la nuit. Lorsque l'obscurité s'abat sur la jungle, leur sens s'éveille. Guidés par la température et les vibrations du sol, ils traquent. Ces fosses léoréales, situées entre ses yeux et ses narines, détectent la chaleur des corps environnants. Il n'a pas besoin de voir pour savoir qu'une proie est proche. Un léger tremblement dans l'air suffit à crisper ses muscles. Puis une embuscade éclaire, une morsure rapide et précise. Son venin cache un cocktail de mort et de digestion précoce. Mais sa vie ne se résume pas uniquement à la chasse. À certaines périodes de l'année, lorsque les pluies sont abondantes et que la forêt se remplit d'arômes humides, une impulsion plus ancienne que la jungle elle-même la pousse à chercher un partenaire. Les mâles parcourent de longues distances, croisant des chemins balisés par des éléphants et se cachant des chacals, suivant des traces chimiques imperceptibles pour les autres. Parfois, 2 d'entre eux se rencontrent sur le même chemin, attirés par la même femelle. Ils ne se mordent pas. Au lieu de cela, ils s'engagent dans une lutte de pouvoir, essayant de se faire tomber l'un l'autre. Le vainqueur continue son chemin. Lorsque la femelle accepte le mâle, l'accouplement est bref. Ensuite, chaque couple se sépare. Elle garde en elle l'héritage génétique et le protège, choisissant le moment exact pour donner la vie. Il peut conserver les spermatozoïdes pendant des mois, en attendant des conditions optimales pour féconder ses ovules. C'est un acte de sagesse évolutionniste. Leurs petits doivent naître lorsque les proies sont abondantes, lorsque la jungle offre un abri et des opportunités. Pendant la gestation, qui dure entre 6 et 8 mois, la femelle réduit son activité. Elle bouge peu et ne chasse que lorsque c'est nécessaire. Déterminer combien de temps elle peut rester sans manger. Son ventre se dilate lentement et, une nuit, au plus profond de la forêt, elle donne naissance. Elle ne pond pas d'œufs. Ses petits naissent vivants, de petites répliques d'elles-mêmes, avec des crocs minuscules mais fonctionnels, un venin actif et un instinct gravé dans leur code génétique. Jusqu'à 80 bébés peuvent naître en une seule naissance. Ils émergent tous silencieusement, parmi les feuilles, sans crier ni assistance. Leur mère ne s'occupe pas d'eux et ne les guide pas. La jungle est leur maître et ces leçons commencent dès leur premier souffle. La vallée ne pardonne pas, mais elle enseigne. Chaque ourson est seul dans l'un des environnements les plus anciens et les plus mortels du continent africain. Il reste caché les premiers jours, immobile, absorbant la chaleur de la terre et écoutant les bruits de la nuit. Chaque son, chaque ombre leur apprend quelque chose, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut suivre, quand attaquer, quand attendre, et les premières semaines sont cruciales. Certains n'y parviennent pas. Mais ceux qui survivent deviennent rapidement des chasseurs efficaces, attirés par les petits amphibiens, les insectes ou les lézards. Ils apprennent instinctivement à contrôler leur respiration, à se fondre dans leur environnement, à calculer le moment exact de l'attaque. Ils n'ont pas besoin de modèles ni d'exemples. La nature leur a déjà fourni tous les outils nécessaires. À mesure qu'ils grandissent, leur régime alimentaire évolue. Les petits corps cèdent la place à des proies plus grandes, rongeurs, oiseaux et même d'autres reptiles. Sa technique s'affine. Chaque embuscade est plus précise, chaque nuit plus sûre. La vipère heurtante ne prend pas de risques inutiles. Sa force réside dans sa patience. La jungle, cependant, est une menace constante. Alligators, félins, oiseaux de proie. Tout le monde rivalise, tout le monde chasse, elle le sait. C'est pourquoi elle se cache parmi les racines, sous les rochers ou même dans des terriers abandonnés. Sa vie dépend de son invisibilité. Il peut rester immobile des jours entiers si nécessaire, attendant que la forêt lui offre l'occasion idéale. Une fois adulte, le serpent entre dans un nouveau rythme de vie. Il n'a plus besoin de se nourrir aussi fréquemment. Un seul gros rongeur peut le nourrir pendant une semaine. Son métabolisme lent et son sang-froid lui permettent de conserver son énergie pendant de longues périodes.
Dans le calme de la jungle, tandis que la pluie tambourine sur les feuilles, elle se repose. Ses muscles restent tendus même lorsqu'elle semble endormie. Tout dans son corps est conçu pour la survie. Dans ce silence végétal, chaque ombre, chaque vibration du sol et chaque mouvement du vent sont des signaux qu'elle perçoit sans bouger. La forêt l'ignore peut-être, mais elle n'ignore rien. Sa longévité peut atteindre 15 ans, à condition que l'équilibre de la forêt soit maintenu. Durant cette période, il peut se reproduire plusieurs fois, laissant des dizaines de petits, dont très peu atteindront l'âge adulte. C'est un cycle brut, sans fioriture, mais profondément efficace. Quand la nuit tombe et que l'humidité enveloppe à nouveau la terre comme une épaisse couverture, le serpent se réveille. Il entend le cri lointain d'une grenouille, sent les vibrations d'une proie qui se déplace à proximité. Pas besoin de se précipiter. Dans votre monde, la patience est une force. Aujourd'hui, la chance lui offre une opportunité. Un petit rongeur s'aventure au-delà de son refuge de racines et de terre meuble, reniflant les feuilles mortes à la recherche de restes de fruits. Le serpent reste immobile, à peine visible dans l'ombre. Sa langue sort, lisant l'air, capturant la trace chaude de ce minuscule corps qui, inconscient du danger, se rapproche un peu plus. Le rongeur s'arrête, renifle, se hérisse le dos et semble sentir quelque chose. Mais c'est trop tard. En une fraction de seconde, le corps du serpent se tend et d'un coup sec, il bondit. Pas de poursuite, juste une frappe précise. Les crocs s'enfoncent, libérant une dose précise de venin. Le rongeur parvient à peine à frissonner avant de s'effondrer sur les feuilles mouillées. Le serpent l'avale lentement, commence à l'avaler par la tête et sans hâte se glisse à nouveau dans l'ombre. Il sait que cette unique morsure durera plusieurs jours. Ici, la patience est toujours récompensée. Sous les eaux troubles de la mangrove, un bébé crocodile se fraye un chemin. Il n'est sorti de sa coquille que depuis quelques jours et connaît déjà le danger. Les poissons plus gros, les oiseaux opportunistes et même d'autres membres de sa propre espèce représentent une menace. Mais sa mère ne recule pas. Dès qu'elle détecte une ombre suspecte, elle plonge violemment, générant une vague qui disperse les intrus. Les petits communiquent par des cris aigus et la mère répond. Ce n'est pas de l'amour au sens où le monde animal l'entend, mais de la survie. Chaque rejeton représente une nouvelle tentative de perpétuer l'espèce. Et même si beaucoup n'atteindront jamais l'âge adulte, la mère fera tout son possible pour qu'au moins quelques-uns y parviennent. Tout en haut d'un arbre voisin, un boa constricteur observe. Bien qu'il soit moins actif le jour, sa vision détecte le moindre mouvement. Elle ne possède pas de venin comme la vipère heurtante, mais ses muscles puissants suffisent à étouffer toute proie, sans méfiance. Elle se nourrit d'oiseaux, de rongeurs et même de chauves-souris, et joue un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème. Sans elle, les populations de proies exploseraient et la forêt perdrait son rythme naturel. La pluie commence à tomber sans prévenir. De grosses gouttes s'abattent sur les feuilles, le sol et le dos écailleux de ce reptile, qui reste imperturbable. Pour lui, la pluie, c'est la vie. Les rivières s'élargissent, les poissons s'agitent et la chasse devient plus fructueuse. Pour le serpent, l'eau apporte de la fraîcheur, mais aussi des défis. Il doit chercher un abri, grimper sur des troncs creux ou se glisser entre les rochers pour éviter d'être emporté par les courants. La nuit, la jungle change de visage. Le chant des grenouilles emplit l'air. Les chauves-souris émergent pour chasser les insectes et les ombres s'allongent. C'est alors que les chasseurs les plus expérimentés entrent en action. La vipère heurtante devient une ombre vivante. Sa langue fourchue capte les vibrations de son environnement, détectant la chaleur corporelle de sa proie. Si quelque chose arrive, elle le saura. Mais elle est aussi à l'affût des prédateurs qui pourraient l'attaquer pendant son repos. Son corps glisse furtivement à travers les feuilles humides de la forêt tropicale de Luangwa, où la nuit jette un voile de mystère sur tout. Ici, le poisson globé craint pour son venin mortel et son tempérament imprévisible. Ce n'est pas une chasseuse qui poursuit, elle attend. Il se cache parmi les branches tombées et les racines tordues, là où le soleil touche à peine le sol. Cette nuit-là, cependant, ce n'est pas elle qui chasse. L'air a une odeur différente. Une perturbation silencieuse se glisse dans les sous-bois. L'aérosol doseur s'arrête, il ne bouge pas. Ses capteurs thermiques détectent une présence chaude, imposante et très lente.
Un boa constrictor imperator, long de près de 2,5 mètres, avance avec le rythme patient de quelqu'un qui n'a pas peur. Ses muscles, puissants comme des câbles tendus, ondulent sous sa peau tachetée. Il ne cherche pas la bagarre. Il cherche de la nourriture. Le boa s'approche, inconscient de l'ombre immobile qui l'observe. Les deux serpents partagent leur territoire mais se croisent rarement. Pourtant, ce soir, leurs chemins se croisent par hasard. Le boa frôle une branche et le boa ballon se crispe. Dans son monde, un faux mouvement peut coûter une vie. Le boa s'arrête, ses yeux sans paupières détectent une bosse parmi les feuilles. Les deux serpents restent immobiles. Le silence est absolu, la tension est intense. Puis, le boa ballon se déplace de quelques centimètres, révélant sa silhouette dans l'ombre. Le boa, plus grand mais pas maladroit, recule légèrement. Il sait que la faible lueur sur sa tête en forme de lance n'est pas un simple reflet. C'est un avertissement. Pendant quelques secondes interminables, il se jauge. Le boa n'a pas besoin de se battre. Son venin est son atout majeur. Mais gaspiller son énergie dans un combat inutile n'est pas son style. Le boa, quant à lui, sait qu'il existe des proies plus faciles dans la forêt. Finalement, le boa fait demi-tour et s'éloigne en rampant dans la direction opposée. Le boa reste immobile un instant, s'assurant que la menace est dissipée. Puis, lentement, il poursuit son chemin vers un rocher chaud qui conserve la chaleur du jour. Dans la forêt, tout est équilibré. Ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais celui qui sait quand attaquer et quand disparaître. Leur camouflage est leur bouclier, et leur silence leur meilleure défense. Pendant ce temps, dans l'eau, cette créature ovipare se déplace comme une bûche vers la dérive. Ce n'est qu'à quelques centimètres de sa proie qu'il lance une attaque explosive. La frappe est si soudaine que le poisson a à peine le temps de réagir. Le bruit des mâchoires qui claquent se mêle au craquement des écailles brisées et des os broyés. Une nouvelle victoire dans l'éternelle guerre pour la nourriture. Les jours passent et le cycle continue. Ceux qui chassent aujourd'hui seront probablement chassés demain. Des branches les plus hautes aux vasières les plus profondes, chaque créature a une fonction. Les crocodiles nettoient les rivières des animaux malades ou faibles, empêchant ainsi la propagation des maladies. Les serpents contrôlent les populations de rongeurs et aident à conserver les cultures naturelles. Même les plus redoutés ont un rôle vital à jouer à Luangwa. Et tandis que le monde change là-bas, ici, au cœur de la nature sauvage, les règles restent les mêmes. Observer sans être vu, frapper avec précision, protéger les siens quand c'est nécessaire et survivre, jour après jour, sans répit. Vallée de Luangwa, où l'air ondule de chaleur et où les ombres s'allongent sous la peau des pierres, la vie rampe, vole, se cache et chasse. Cette région de Zambie, en proie à des températures extrêmes et marquée par de longues périodes de sécheresse, est l'un des écosystèmes les plus impitoyables du continent africain. Chaque espèce qui habite cet environnement a été façonnée par la pression constante de la survie. Et aux premières heures du jour, lorsque la lumière est encore douce et que les températures n'ont pas encore atteint leur maximum, les animaux commencent leur activité. Les femelles impalas, vigilantes, guident leurs petits vers une végétation dense. La campagne dégagée offre une bonne visibilité, mais limite également leurs possibilités de fuite. Parmi les ombres, les buissons deviennent à la fois refuge et piège. À quelques mètres de là, un léopard adulte se repose sur une épaisse branche d'arbre. De là, sa vue embrasse tous les recoins de la clairière. Ses yeux suivent les mouvements du troupeau, fixés sur un veau qui, séparé de sa mère, met plus de temps que prévu à se déplacer. Il ne descend pas immédiatement. Le félin sait que dans cet environnement, l'impatience est punissable. La brise légère porte l'odeur de sa proie potentielle et ses muscles restent immobiles, tendus, accumulant de l'énergie. Le jeune impala s'arrête. Il grignote quelques feuilles basses, inconscient de la menace. La mère avance, mais l'enfant s'attarde. Puis, le léopard commence à descendre furtivement, chaque mouvement étant calculé, s'arrêtant lorsque les oreilles des impalas frémissent à un son indéfini. Le prédateur reste immobile, le vent tourne à nouveau, la proie reprend sa marche et le léopard glisse au sol. Maintenant, caché dans les buissons, il s'approche lentement. À chaque pas, son corps effleure l'herbe sans bruit. La distance se réduit. 10 mètres. 8, 5.
L'impala sent quelque chose. Il lève la tête, les oreilles dressées, le corps tendu, prêt à bondir, mais c'est trop tard. À cet instant précis, le léopard prend de la vitesse. L'herbe frémit, les oiseaux proches s'envolent. Le petit tente de fuir, mais un bond éclair le rattrape. Un coup violent au cou, et c'est la fin. Alors seulement, le reste de la meute se disperse dans toutes les directions. Le prédateur, haletant, recule, entraînant sa proie dans les sous-bois. Le calme revient dans la clairière, comme si de rien n'était. Mais tous les prédateurs d'ici n'ont pas de crocs ni de rugissements. Certains chassent silencieusement et avec du venin. Sous les rochers, dans des crevasses sèches et exposées au soleil, se cache l'un des arachnides les plus redoutés au monde, le scorpion à queue épaisse. Bien qu'il ne mesure que 10 cm, sa piqûre est mortelle. Ce spécimen est particulièrement actif la nuit, lorsque les températures baissent et que le risque d'exposition diminue. Le jour, il reste caché, profitant de l'ombre pour éviter la déshydratation et ses propres prédateurs. Son corps jaune pâle le camoufle efficacement sur le sol poussiéreux. Il se déplace avec des mouvements méticuleux, utilisant des poils sensibles sur ses pattes pour détecter les vibrations les plus subtiles. Cette capacité lui permet de localiser sa proie même enfouie sous la surface. Sa méthode de chasse ne repose pas sur la vue, mais plutôt sur le toucher et la perception sensorielle. Il glisse lentement, s'arrêtant pour écouter et capter la moindre vibration dans le sable, traquant une proie invisible qui, à son tour, tente d'éviter son embuscade furtive. Chaque nuit, ce minuscule arachnide entame un rituel qu'il répète depuis des générations. Il se déplace furtivement parmi les rochers du désert, utilisant des structures spécialisées appelées pectines pour détecter les vibrations du sol. Ces pectines fonctionnent comme des capteurs de mouvement extrêmement précis, capables de détecter la présence de proies à proximité, même si elles ne bougent que de quelques millimètres. L'environnement est hostile, la température est presque insupportable, et chaque mouvement comporte un risque. Dans ce paysage rude et accidenté, l'Androctonus, l'un des parabutus les plus venimeux au monde, a mis au point une stratégie de chasse patiente et méticuleuse. Il ne poursuit pas sa proie, il ne la traque pas activement. Il s'arrête, il observe. Le moindre tremblement dans le sable, une vibration subtile dans la roche, suffit à trahir la présence d'un insecte sans méfiance. Le scorpion reste immobile, il analyse, il mesure les distances. Il calcule l'instant exact avec une précision instinctive. Lorsqu'une proie entre dans son champ de vision, l'Androctonus ne gaspille aucune énergie. Il n'y a ni poursuite ni lutte, juste un mouvement vif, rapide et contrôlé. Son dard, courbé le long de son dos, descend avec la précision d'un scalpel. Le venin neurotoxique agit en quelques secondes, paralysant les muscles de la proie avant même qu'elle ne comprenne ce qui s'est passé. Le sable redevient immobile. Le prédateur recule, emportant sa proie avec lui, une routine silencieuse qui se répète nuit après nuit dans ces lieux extrêmes. Le venin ne sert pas seulement à tuer. Sa fonction première est de décomposer les tissus de la victime, transformant muscles et organes en un mélange semi-liquide facilement ingérable. Ce processus permet au scorpion de maximiser l'absorption des nutriments, sans gaspiller d'énergie lors de la digestion. Le résultat est une technique de chasse silencieuse, efficace et parfaitement adaptée. Un processus évolutif perfectionné au fil de millions d'années où chaque mouvement répond à un objectif précis. Rien n'est gaspillé. Aucun effort n'est inutile. Mais il ne s'agit pas seulement de chasser. Durant les mois les plus chauds, la femelle répond à une impulsion biologique qui a soutenu son espèce pendant des millions d'années. L'accouplement. Le mâle s'approche avec une extrême prudence. Il sait que la moindre erreur peut déclencher une réaction mortelle. Chez la plupart des espèces de scorpions, la parade nuptiale consiste en une série de mouvements calculés. Ils se touchent avec leurs pinces, échangent des signaux chimiques et adoptent un modèle de comportement qui a évolué pour minimiser les risques. Cependant, le danger est constant. Chez les scorpions, l'accouplement est un acte dangereux. Ce qui, chez d'autres espèces, marque le début d'une possible descendance peut se solder ici par une mort immédiate. Si la femelle perçoit le mâle comme une menace, ou si elle n'est tout simplement pas réceptive, elle n'hésite pas à l'attaquer. Le prédateur devient sa proie en quelques secondes. Elle le dévore avant qu'il ne puisse se reproduire. Ce comportement, qui peut paraître extrême, répond à une logique ancestrale.
faire en sorte que seuls les individus les plus aptes et les plus adaptés laissent une descendance. Pour le mâle, chaque tentative est un pari risqué. Approcher, courtiser et déposer son spermatophore exige un équilibre entre fermeté et prudence. Mais lorsque l'accouplement est terminé, et après une longue période de gestation qui varie selon les espèces et les conditions environnementales, jusqu'à 50 petits peuvent naître. Ils sont petits, fragiles et manquent de pigmentation. Ils ne peuvent pas se débrouiller seuls. Pendant les premières semaines, leur survie dépend entièrement de leur mère. Ils grimpent sur son corps et restent sur son dos, où ils trouvent une protection contre les prédateurs et les conditions environnementales extrêmes. À ce stade, ils ne chassent pas. Ils absorbent simplement les nutriments stockés dans leur corps depuis la naissance. La mère, portant toujours son petit, continue de sortir occasionnellement à la recherche de nourriture. Il sait que la moindre trace d'odeur peut attirer les ennemis. Elle se déplace avec précaution, évaluant chaque mouvement. Son exosquelette renforcé lui sert de seul bouclier, pour elle-même comme pour les jeunes qui l'accompagnent. Mais cette étape de protection a une durée limitée. Une fois que les jeunes subissent leur première mue, leur apparence change. Ils deviennent plus mobiles, développent un exosquelette partiel et commencent à afficher des comportements autonomes. Ce moment marque un tournant dans la relation avec la mère. Dès lors, elle ne les considère plus comme ses enfants, mais comme des concurrents potentiels pour l'espace et les ressources. La stratégie évolutive de ce petit animal est claire. Maximiser les opportunités de reproduction puis forcer l'indépendance. Le séjour prolongé des jeunes représente un risque. S'ils ne partent pas, il les élimine aussi efficacement qu'il a éliminé sa proie. Pendant ce temps, dans un autre coin de Luangwa, parmi les branches tordues d'un arbre épineux, une autre colonie s'affaire. Ils ne rampent pas, ils bourdonnent. Il s'agit d'une colonie de guêpes noires africaines, du genre poliste, connues pour leur comportement social avancé et leur capacité à construire des structures complexes. Ces guêpes ne vivent ni sous terre, ni dans les sous-bois. Elles construisent leur nid en hauteur, suspendues entre les branches, hors de portée de nombreux prédateurs. Il s'agit d'une sphère de matière durcie, fabriquée à partir de fibres végétales mâchées mélangées à de la salive. La structure, bien que fragile à l'œil, est solide et résistante. La colonie est composée de dizaines, voire de centaines d'individus, chacun ayant un rôle spécifique. Il n'y a pas d'improvisation. Les ouvrières sont responsables de la défense, de la recherche de nourriture et de l'entretien du nid. D'autres se consacrent exclusivement aux soins des jeunes, en veillant à ce que les larves reçoivent une nourriture constante. La reine, reconnaissable à sa taille et à son comportement, reste à l'intérieur, assurant la continuité génétique de la colonie. Chaque matin, des groupes d'ouvrières quittent le nid en vol à basse altitude pour chercher de la nourriture. Ils se déplacent avec précision sur le sol, identifiant de petites proies telles que des chenilles, des larves ou même des araignées. Contrairement aux abeilles, ces guêpes ne butinent pas le pollen. Ce sont des prédateurs. Ils utilisent leur dard non pas comme moyen de défense, mais comme outil de chasse. Ils injectent du venin pour paralyser leur proie avant de la découper en morceaux faciles à manipuler. L'apprentissage fait partie du processus. Les jeunes travailleurs inexpérimentés commettent parfois des erreurs de calcul. Ils attaquent des cibles au-delà de leur capacité ou se séparent du groupe, devenant eux-mêmes des proies. Cependant, ces pertes font partie du cycle de vie de la colonie. Au fil du temps, les ouvrières survivantes développent une plus grande efficacité et une plus grande précision dans leurs sorties. Les informations sur les itinéraires de chasse, la localisation des proies et les conditions extérieures semblent être transmises indirectement par des signaux chimiques et un comportement collectif. Ce type de communication leur permet d'opérer de manière coordonnée, sans avoir besoin d'un leader visible dans les tâches quotidiennes. Les missions de chasse ne sont pas aléatoires, elles sont optimisées par essais et erreurs. Le retour au nid est méticuleux. Chaque proie récoltée a une utilité. Les ouvrières traitent les restes, retirant les parties non comestibles avant de nourrir les larves. La survie de la prochaine génération dépend de cette chaîne d'approvisionnement. Là, des morceaux de proie sont offerts en guise de festin aux larves en croissance, tandis que les adultes se nourrissent du nectar sucré qu'ils récoltent en chemin. Mais leur véritable force ne réside pas dans le poison, elle réside dans le nombre. Une seule guêpe n'a pas la puissance nécessaire pour protéger la colonie d'un prédateur.
Mais lorsqu'une menace est détectée, la réponse est immédiate et coordonnée. Un signal chimique imperceptible pour les autres espèces est libéré dans l'air. C'est une phéromone d'alarme, un ordre silencieux qui active toute la colonie. En quelques secondes, des dizaines, voire des centaines d'ouvrières émergent du nid, formant une unité tactique et attaquant avec précision. Il n'y a pas d'hésitation, pas de recul possible. Chaque morsure fait partie d'une défense collective qui, ensemble, peut dissuader ou éliminer un envahisseur. Au cœur de cette machinerie biologique se trouve la reine. Nichée au plus profond du nid, son rôle n'est ni de combattre, ni de chercher de la nourriture. Sa seule tâche est d'assurer la reproduction de la colonie. Elle peut facilement pondre plus de 300 œufs au cours de sa vie. Son environnement est soigneusement entretenu par les ouvrières, qui contrôlent la température, la propreté et l'alimentation avec une efficacité chirurgicale. La hiérarchie est bien définie, et chaque individu remplit son rôle sans dévier. Dans ce microcosme, l'erreur n'a pas sa place. Mais à Luangwa, l'équilibre peut être rompu à tout moment. Par une nuit sans lune, un nouveau conflit se prépare. Sous une pierre brûlante, un Parabutus, le Transvalicus, reste immobile. Son corps est adapté à l'embuscade. Des capteurs ultrasensibles détectent les vibrations minimales du sol. À proximité, une jeune guêpe s'aventure hors du périmètre du nid. C'est sa première mission de reconnaissance. Inexpérimentée, elle vole trop bas. Le scorpion agit avec une précision mortelle. Il détecte les mouvements et lance une attaque rapide. Le dard s'enfonce brusquement. La guêpe tombe au sol, paralysée. Cependant, son instinct défensif se manifeste même dans l'agonie. Dans ses derniers instants, il parvient à contre-attaquer. Son propre dard transperce l'exosquelette de l'arthropode. Les deux venins agissent rapidement. Le système nerveux de la guêpe s'effondre. Le scorpion, bien que plus résistant, commence à montrer des signes de paralysie musculaire. Il n'y a pas de spectateurs, pas de gloire. Juste deux corps immobiles sur le sol sec. Deux guerriers tombent, victimes d'une bataille qu'aucun des deux n'avait planifiée. À Luangwa, survivre ne signifie pas toujours gagner. Parfois, il s'agit simplement d'endurer un jour de plus. Au loin, parmi les buissons et les écorces, d'autres espèces observent. À quelques mètres, une femelle chacal mène ses trois petits pour leur première patrouille nocturne. Chaque pas est une leçon. Il leur apprend à détecter les traces dans la terre meuble, à distinguer les odeurs fraîches des anciennes et à se déplacer avec prudence sur un terrain où le moindre bruit peut faire la différence entre la vie et la mort. Le but n'est pas de chasser, mais d'apprendre. Parallèlement, une autre scène se déroule avec la même intensité, mais à plus petite échelle. Un lézard avance parmi les vestiges d'un affrontement récent. Ce reptile, adapté aux températures élevées et aux changements environnementaux rapides, s'approche du corps immobile d'une guêpe. La proie, désormais sans défense, est dévorée en quelques secondes. L'agama ne perd pas de temps. Il détecte le mouvement, un scorpion encore vivant. Le prédateur sait quand avancer et quand reculer. Il recule. Sa survie dépend d'un calcul constant des risques. Cet arthropode visiblement blessé rampe vers une zone ombragée. Il respire bruyamment, il manque de force pour se défendre ou fuir rapidement. S'il ne trouve pas rapidement un abri, il sera exposé aux autres chasseurs ou aux changements brusques de température qui dominent les nuits de la vallée. Leur priorité est de trouver une cachette, de regagner de l'énergie et de se soigner, ou du moins de disparaître du radar des charognards. Pendant ce temps, dans une autre partie de la vallée, une colonie de guêpes traverse sa propre crise. Les pénuries alimentaires mettent en danger les plus jeunes larves. La récente tempête a entravé la chasse et de nombreux travailleurs chargés de la récolte des proies ne sont pas revenus. Malgré cela, les rares survivants organisent la distribution des ressources disponibles. La progéniture présentant le plus grand potentiel de développement est privilégiée. Il s'agit d'une sélection forcée, mais nécessaire. Avec l'arrivée de la tempête, le défi s'intensifie. Les rafales de vent frappent sans relâche. Le nid, accroché à une branche, tremble violemment. Les ouvrières, en réaction, adoptent un comportement collectif. Elles forment une couche protectrice sur les larves, utilisant leur propre corps comme barrière contre le vent. Certains tombent, d'autres persévèrent jusqu'au bout. Il n'y a pas de leadership visible, seulement une réponse instinctive au danger partagé. Lorsque l'aube se lève enfin sur la vallée de la Luangwa, le calme revient peu à peu.
Le soleil perce les derniers nuages. Dans l'arbre, le nid est toujours là. Dégâts visibles, pertes inévitables, mais toujours fonctionnels. À l'intérieur, quelques larves ont survécu. La colonie, bien qu'affaiblie, a la possibilité de perdurer. Luangwa ne récompense pas l'effort, il récompense ceux qui s'adaptent le mieux. La nuit tombe et la chaleur revient rapidement. Tandis que les ombres se retirent, les habitants du sol reprennent vie. L'humidité matinale attire de minuscules insectes et derrière eux, leurs prédateurs. Sous un rocher encore chaud de la chaleur résiduelle de la veille, l'un des arachnides les plus résistants du désert commence à s'activer, le scorpion jaune d'Afrique du Nord. Cette femelle adulte n'est pas seule. Sur son dos, une douzaine de nouveau-nés s'agrippent fermement aux plaques de son exosquelette. Vulnérables, ils dépendent entièrement de leur mère pour survivre pendant les premiers jours de leur vie. L'un des juvéniles descend brièvement au sol. Il explore les environs avec ses pattes sensorielles, mais le mouvement d'un mille-pattes à proximité le force à reculer immédiatement. À cet âge, toute négligence peut être fatale. La mère reste alerte, immobile, minimisant ainsi ses dépenses énergétiques. Son ton jaunâtre se fond dans la couleur du sol, servant de camouflage efficace pour éviter les prédateurs et tendre une embuscade à ses proies. La nuit dernière, la pénurie de nourriture a réduit leurs possibilités de chasse. Maintenant que le jour se lève, les chances sont moindres, mais leurs besoins énergétiques sont urgents. Son métabolisme lent lui permet de survivre avec peu de nourriture, mais prendre soin de ses petits nécessite de plus grandes ressources. Le comportement de chasse de cet arachnide repose sur l'immobilité. Il se positionne aux endroits stratégiques où les insectes sont les plus fréquents. Il s'appuie sur les vibrations perçues par les trichoboteries sur ses pattes pour détecter les proies à proximité. Il ne poursuit pas, il attend. C'est une stratégie efficace dans un environnement où dépenser de l'énergie sans garantie de succès peut s'avérer fatale. Un grillon passe, inconscient du danger. Le scorpion réagit avec précision. En moins d'une seconde, il projette ses pinces vers l'avant, capture l'insecte et, presque simultanément, enfonce son dard dans l'abdomen de sa proie. La toxine neurotoxique qu'il inocule affecte directement le système nerveux du grillon, interrompant sa mobilité presque instantanément. Le venin agit immédiatement. La proie s'immobilise. Le processus est alors mécanique. Son corps commence à se liquéfier de l'intérieur. Le scorpion se nourrit. Pendant ce temps, plus au nord, dans le même écosystème, une patrouille de guêpes noires s'active aux premières lueurs du jour. Il ne s'agit pas d'une réaction aléatoire. L'émergence des ouvrières est régulée par les cycles de lumière et de température et se produit avec une précision quasi mécanique. Chaque individu connaît sa tâche. Les itinéraires de vol ont été mémorisés grâce à de nombreux vols de reconnaissance. Ce matin, pas de butinage. Aujourd'hui, la priorité est de se procurer des protéines animales, ces jours de chasse. En vol, leurs trajectoires peuvent paraître désordonnées, mais elles suivent des schémas de recherche structurés. Ils se concentrent dans des micro-habitats, fissures dans les troncs, bases des arbustes et parties cachées des feuilles. Ils recherchent des proies spécifiques, des larves, des petits arthropodes, voire d'autres espèces de guêpes plus vulnérables. Lorsqu'elle repère une cible, l'abeille ouvrière réagit rapidement. Elle utilise son dard pour immobiliser la proie, puis ses mandibules pour la déchiqueter. Certaines parties sont stockées pour nourrir les larves dans le nid. D'autres sont partiellement consommées au retour, constituant une source d'énergie immédiate. Ce flux constant d'entrées et de sorties est essentiel au maintien de la colonie. Le nid, situé dans une cavité protégée, a subi des dégâts considérables lors d'une attaque nocturne. L'agresseur est inconnu, mais des signes évidents de combat sont visibles. Ailes brisées, pattes manquantes et mandibules usées. Malgré cela, les tâches assignées ne sont pas interrompues. Chaque travailleur agit comme un élément d'une structure collective qui ne peut s'empêcher de stagner. L'efficacité du système dépend de la persévérance individuelle, même lorsque cela implique de continuer à fonctionner avec des membres endommagés. Durant les mois les plus chauds, une colonie active peut accueillir entre 100 et 300 individus, occupés à la recherche de nourriture, à la défense et à l'entretien. La hiérarchie est bien définie. Il n'y a pas de place pour les décisions individuelles. Tout est déterminé par les phéromones, le contact physique et la mémoire spatiale. La régénération du nid a déjà commencé.
Pendant que certains ouvriers chassent, d'autres s'efforcent de réparer les cellules endommagées, en renforçant les structures avec des fibres végétales mâchées qui se transforment en une pâte semblable à du papier. La répartition de ces tâches ne nécessite aucune communication verbale ni supervision directe. Elle est biologiquement programmée. Au niveau structurel, le nid agit comme une usine biologique fermée. La température interne est maintenue stable grâce à l'activité musculaire des individus et à la conception même de l'habitat. Au centre du système se trouve le seul membre véritablement indispensable. La reine, cachée au plus profond du nid, reste isolée du chaos. Sa seule fonction est de pondre des œufs. La vie de la colonie dépend de sa fertilité. Sous la terre sèche et défoncée, d'autres créatures luttent également pour survivre. Mille-pattes, termites et coléoptères se déplacent dans des tunnels, évitant la surface à mesure que la chaleur augmente. Les guêpes noires ont appris à suivre leurs traces. Ces prédateurs ailés se fient à l'odorat et aux vibrations du sol pour localiser leurs proies souterraines. Lorsqu'ils détectent une activité, ils restent immobiles au-dessus de l'entrée du tunnel, attendant le bon moment. D'autres fois, ils creusent directement, guidés par la piste chimique qu'ils ont appris à identifier précisément. La chasse n'est pas toujours fructueuse, mais pour la guêpe, chaque opportunité compte. Il doit paralyser sa proie, y déposer un œuf et sceller la chambre avant de partir. Son cycle de reproduction en dépend. Pendant ce temps, à la surface, la chaleur atteint son paroxysme. Au lever du soleil, la plupart des animaux réduisent leur activité. Il est midi et la température dépasse les 40 degrés. Cet arthropode, qui avait brièvement émergé à l'aube, a maintenant retrouvé son refuge parmi les rochers. Son métabolisme lent lui permet de conserver son énergie et de survivre pendant de longues périodes sans eau ni nourriture. Les jeunes, restés attachés au dos de leur mère, commencent à montrer des signes d'indépendance. Certains descendent prudemment, explorent le terrain environnant quelques secondes, puis remontent. Ils ne sont pas encore prêts à affronter les risques du monde extérieur. Ils atteindront leur maturité après plusieurs mues, un processus qui prend des semaines, voire des mois. Jusque-là, ils dépendent entièrement de la protection de leur mère. Dans les arbres voisins, la menace vient de l'air. Un oiseau insectivore veille depuis une haute branche. Ces oiseaux ont développé des techniques spécialisées pour identifier les mouvements, les couleurs et les motifs dans leur environnement. La cible n'est pas le nid entier, mais plutôt une ouvrière sans méfiance. La rapidité de l'attaque est essentielle. En quelques millisecondes, l'oiseau descend, ouvre son bec et attrape sa proie. L'impact est si rapide que la guêpe n'a pas le temps de réagir. Le chasseur s'éloigne aussitôt avec sa proie. Les autres, alertés par la vibration de l'attaque, rôdent autour du nid pendant quelques minutes, prêts à le défendre. Ils ne voient aucune menace. L'ennemi a abandonné le site. L'après-midi, la mue commence. Cet arachnide se frotte contre une pierre, avec des mouvements lents, presque imperceptibles. L'ancienne couche de chitine se détache. C'est un moment critique. Il est complètement exposé. Sa nouvelle peau est douce et translucide, dépourvue de la résistance qui le protège du monde extérieur. Durant ce bref intervalle, toute attaque pourrait lui être fatale. Les jeunes, montés sur leur dos, se dispersent. L'instinct commande la prudence. Le processus prend environ 1 heure. Aucune erreur n'est permise. La mue terminée et la nouvelle armure commençant à durcir dans l'air chaud, le scorpion se regroupe. La logique, l'Uangua, la réaction de la mère est automatique. Elle le dévore. Il n'y a pas de place pour la sentimentalité. Dans cet environnement, chaque gramme de protéines compte. La survie prime sur toute autre forme de lien. À quelques mètres de là, sur une branche basse, un autre cycle s'active. À l'intérieur d'un nid de guêpes noires, la structure sociale se réorganise. Les mâles émergent pour la première fois. Ils n'ont aucun rôle productif. Ils ne chassent pas, ne construisent pas et ne protègent pas le nid. Sa fonction est brève, féconder les nouvelles reines. Une fois cette tâche accomplie, leur présence devient sans importance. Dans la plupart des cas, ils sont expulsés ou éliminés par les travailleurs. Les futures reines, quant à elles, ne sont pas pressées. Elles restent à l'intérieur, se nourrissant et accumulant des réserves. Elles n'émergeront que lorsque leur corps sera prêt pour le voyage exigeant qu'est l'établissement d'une nouvelle colonie. Quand ce moment viendra, ils partiront seuls, à la recherche d'une crevasse, d'un coin d'écorce ou d'une branche sûre pour démarrer un autre empire à partir de zéro. À la tombée de la nuit, la baisse des températures entraîne une nouvelle dynamique. Les espèces nocturnes s'activent. Au sol, une colonne de fourmis soldats avance en ligne droite.
Il ne s'agit pas d'une reconnaissance, mais d'une attaque. Ces fourmis chassent en groupe, comme une seule entité. Elles identifient une cible, se déplacent rapidement et ne s'arrêtent que lorsqu'elles l'ont détruite. Cette fois, la cible est le nid de guêpes. Mais ils ne sont pas du tout pris au dépourvu. Forts de l'expérience acquise au fil des générations de rencontres similaires, ils ont appris à détecter l'odeur de ces fourmis, et l'alarme se propage en quelques secondes. Les ouvrières se rassemblent à l'entrée du nid, alignées, leurs dards exposés. Une confrontation est imminente. L'affrontement est violent et bref. Les fourmis tentent d'entrer, mais la défense est efficace. Plusieurs tombent avant de franchir le seuil. Quelques-unes parviennent à entrer, mais n'en ressortent jamais. Le prix à payer est élevé. 3 guêpes gisent sans vie au sol. L'une d'elles est traînée par un compagnon jusqu'à un endroit éloigné. La zone est immédiatement évacuée. Une carcasse peut attirer les prédateurs. L'odeur de décomposition trahit l'emplacement du nid. La priorité est d'éliminer toute trace de vulnérabilité. La menace neutralisée, l'environnement retrouve un calme relatif. Le scorpion, quant à lui, a repris ses activités habituelles. Il chasse un scarabée qui traverse la litière de feuilles. L'attaque est nette, une piqûre précise au point exact. Les jeunes, qui ne dépendent plus entièrement de leur mère, observent. Ils sont à un stade crucial. Ils impriment leur schéma de chasse, de comportement et de réponse. Ils se disperseront bientôt pour vivre de manière indépendante. Tous n'y survivront pas. La plupart mourront avant d'atteindre l'âge adulte. C'est ainsi que fonctionne ce système, sans répit, sans garantie. Sur la berge, une nouvelle colonie de guêpes commence à se former. Une reine s'est installée. Elle creuse rapidement, choisissant un emplacement mi-ombragé et bien ventilé. Il recueille des fibres végétales qu'il mélange à sa salive pour former la cellulose qui lui servira de base. Il construit sa première cellule et pond ses œufs. Dans quelques jours, les premières ouvrières éclosent. Avec elles, l'expansion du nid commence. La nuit est enfin tombée. Pour certaines espèces, elle représente un moment de repos. Pour d'autres, c'est l'occasion idéale de se déplacer discrètement. Cet arthropode se déplace avec précision dans les sous-bois, détectant les vibrations du sol. La guêpe, quant à elle, reste immobile, protégée dans son nid. Apparemment, ces deux créatures sont insignifiantes. Mais chacun a surmonté des centaines de défis pour arriver à ce point. Ce qui les maintient en vie, ce n'est ni la force, ni la vitesse, ni une apparence intimidante. C'est leur capacité d'adaptation. C'est la mémoire génétique transmise par tâtonnement de génération en génération. Luangwa ne récompense ni la férocité ni la beauté. Il permet seulement à ceux qui comprennent le rythme implacable de la jungle de continuer à exister. Jour après jour, morsure après morsure. Et tandis que d'autres tombent, ceux qui survivent ne se réjouissent pas. Ils continuent, tout simplement.